Bonjour. Tout d'abord, je veux remercier pour l'invitation, pour avoir donné la possibilité de pouvoir échanger des réflexions sur la modernité avec vous. Et je vous propose de faire une petite parenthèse comme quoi d'essayer de penser ensemble à partir de réflexions sur la modernité des soi-disant non modernes. Les images, c'est complémentaire à mes paroles parce que je crois que parfois une image vaut 1000 paroles. Alors, la modernité, cette icône de nouveauté pour les uns ou raison de décadence pour les autres, continue à être présent pour expliquer l'actualité dans laquelle nous vivons. C'est tout un éventail de dimensions suivant les exigences idéologiques, disciplinaires ou personnelles d'un moment donné de l'histoire. La modernité inquiète et fascine à la fois, dit Georges Ballandier. Elle est peu intelligible et la crise qui lui est attribuée est d'abord une crise d'interprétation. Nous questionnons la dimension transculturelle de cette modernité à partir d'autres interprétations, des voix de l'extérieur, de la périphérie, étouffées par la présence d'une modernité au centre. Il s'agit de tracer d'autres itinéraires et expérimenter d'autres approximations, ou comme dit Ricoeur, apprendre à raconter d'une autre forme les mêmes faits afin de renouveler, mais aussi de corriger les interprétations. Et Ricoeur, il va plus loin quand il affirme qu'il convient aussi que nous apprenions à ce que d'autres nous racontent notre propre histoire, et tout particulièrement lorsque l'humiliation des uns coïncide avec la gloire des autres. Le défi transculturel est pensé à partir d'une conscience simultanée d'identités qui s'appartiennent. Crise de modernité, déficit de modernité, ou bien encore fiction de modernité comme un fétichisme de progrès opposé à la tradition et au passé. Dans le monde moderne, selon Ashish Nandy, un philosophe indien, les autres non occidentaux et non modernes ont été confrontés à la création d'un passé docile de silence et absence historique. C'est ce qu'il appelle le grand mensonge de l'histoire, reflété dans le Psaltermap. Cette carte date de 1260 et situait le monde à partir de l'épicentre formé par la Grèce, Rome et Jérusalem. Pour arriver aux zones périphériques, habitées par des races hybrides pliniennes. Les deux piliers de la civilisation occidentale partageaient une image triomphaliste et avaient inventé un autre pour se définir à eux-mêmes et en plus se définir comme la culmination de toutes les civilisations. Mais ce qui est important, c'est comment continue cette histoire de complicité. Avec l'idée du progrès, un nouveau sens de l'histoire s'est installé, qui permettait de considérer que certaines civilisations étaient restées statiques et se trouvaient là où l'Occident se trouvait dans le passé. Le résultat était que l'Occident connaissait mieux que les autres, aussi bien leur présent pour être son propre passé, comme leur avenir, qui pourra seulement être l'imitation de ce progrès de civilisation occidentale. Comme quoi, Occident
dictait la mesure selon laquelle se décidait ce qui était moderne, ce qui était traditionnel, primitif ou sauvage. Cette idée, et même l'idée moderne européenne de l'histoire, comme dit Chakrabarty, a été présentée au peuple non européen du XIXe siècle comme une personne disant à l'autre « pas encore ». Des arguments historicistes ont relégué de cette façon à l'Indien, l'Africain et autres nations primitives dans une salle d'attente imaginaire de l'histoire. Le maintenant, comme horizon temporel de l'action de la part des populations colonisées, s'opposait à ce pas encore du colonisateur. Si la conscience de la modernité, comme dit Jacques Le Goff, est née précisément du sens de rupture avec le passé, nous nous trouvons avec une catégorisation en particulier, celle qui oppose moderne à ancien. Ancien dans le sens de traditionnel, vieux, appartenant au passé, et moderne dans le sens de récent, contemporain ou nouveau. Le passé serait la source de la signification des symboles culturels aussi bien pour l'identité individuelle comme collective, selon Sarup, un philosophe indien, tandis que le présent est par définition incertain pour tout le monde, puisqu'il est toujours dans le processus de l'émergence. Et à cause de la difficulté de vivre avec l'incertitude, il y a une envie de passer, c'est-à-dire de certitude fixe. C'est la raison pour laquelle la tradition doit être toujours en cours d'être reconstituée. Parler de tradition et parler de changement, mais d'un changement qui n'est pas reconnu. Dans ce sens, pour Al-Jabri, faire notre modernité passe par repenser notre tradition. Pour élaborer une vision actuelle de la modernité, il ne s'agit pas de refuser la tradition, mais plutôt de dépasser la compréhension d'une tradition enfermée dans la tradition. Et cette modernité doit trouver les fondements de ses thèses à l'intérieur de son propre discours, celui de la contemporanéité. Être contemporain, selon Khatibi, c'est d'être héritier actif dans une nouvelle patrie qui n'appartient à personne. Savons-nous conserver cet héritage? Mais contemporain est une catégorie avec date d'expiration. Pour les non-occidentaux, il existe une dimension d'un aujourd'hui qui ne leur appartient pas. Passons un moment à un autre registre. L'art non occidental est interprété comme un sous-produit, périphérie, de certaines formules élaborées autre part, au centre. Et cette opposition sert pour situer le rare, le singulier, le primitif et annuler n'importe quelle idée de contemporanéité. C'est une catégorie qui sélectionne celui qui rentre dans le jeu et celui qui ne rentre pas. Si par exemple dans l'histoire Picasso a été inspiré par les masques africains, il n'a jamais été considéré africanisé. Par contre, Chéri Samba, un artiste congolais, a été étiqueté d'occidentalisé à cause de la référence à Escher de son autoportrait « J'aime la couleur ». Pour Chéri Samba, le moment est arrivé que les artistes du tiers-monde s'opposent à cette attitude ethnocentrique qui isole leurs œuvres, en mettant l'accent sur l'absence de coïncidence avec le développement de l'art occidental, et en présentant cet art comme un art anonyme, un exotisme,
une tradition sans nom propre. Et c'est par ignorance, par méconnaissance ou par mépris. Le préfixe trans a surgi pour pouvoir parler de nouveaux types de connexions, de réseaux et de mobilité au-delà de frontières nationales. Il met l'accent sur ce qui émerge de cette connexion, une dynamique d'influence réciproque et une capacité de remise en cause. Dans la modernité actuelle de connexions multiples, l'Occident n'est plus ce centre qui façonne les périphéries à son goût et à ses nécessités. Mais ce monde où les lieux transnationaux peu à peu remplacent cette division centre-périphérique, est-il vraiment transmoderne? La transmodernité proposée par Enrique Dussel est une interpellation à la modernité depuis son extérieur, avec l'incorporation de la voix de l'autre pour récupérer et libérer les récits étouffés d'une périphérie plus qu'exclue, niée et dépréciée par le centre et sa modernité. Transmoderne serait la réponse émergente des périphéries, à la fois une stratégie de résistance et une critique de la propre tradition. Les valeurs traditionnelles ignorées par la modernité doivent être le point de départ d'une critique interne pour prendre le chemin vers une utopie transmoderne. Et c'est ici qu'Enrique Dussel, philosophe mexicain, rejoint Al-Jabri. Pour lui, Al-Jabri réalise la déconstruction de sa propre tradition, mais avec des éléments critiques de celle-ci et d'autres pris de la propre modernité. Yves Mudimbe, un philosophe congolais, considère nécessaire une réflexion transhistorique. Il propose de mondialiser les fichiers régionaux et de les ouvrir à l'analyse, entendus comme une narration unique qui prend en charge à la fois les critiques et les suggestions. Pour lui, l'histoire non occidentale a été écrite par l'Occident en réduisant l'altérité non occidentale à une similitude occidentale, et ce qui a fait que le savoir d'Afrique et sur l'Afrique apparaît déformé et désarticulé, du fait que les documents qui nous fournissent les réponses nous dictent aussi les questions. Pour prouver la présence africaine dans la culture cubaine, Fernando Ortiz, criminologue cubain, propose le terme de transculturation. Pour lui, la transculturation était le processus dans lequel deux parties de l'équation restent modifiées et de laquelle une nouvelle réalité surgit, composée et complexe. Une réalité qui n'est pas l'agglomération mécanique des caractères, ni une mosaïque, mais un nouveau phénomène original et indépendant. Le transculturel, plus qu'un résultat, est un projet, une possibilité. Mais comment traduire la théorie en pratique, de façon que la connexion, l'articulation peuvent signifier une relation et une possibilité de réciprocité, que les contextes définissent les lieux d'existence comme lieux de rencontre. Pour Shaigan, la modernité, dans son sens très large, a toujours été prise en compte en fonction des transformations traumatisantes qu'elle a infligées à nos traditions et nos manières de vivre, de penser. La modernité, dit Shaigan,
est un mirage de développement aberrant, exacerbé, qui aveugle les dirigeants et qui polarise la société. Comme si on pourrait prendre cette modernité par un bout, la plier à sa guise, la rétrécir aux limites de nos idées et la loger dans les fantasmes de notre identité culturelle. Nous, les gens de la périphérie, nous sommes pris dans la faille de mondes incomparables qui se repoussent et se déforment mutuellement. Assumer avec lucidité et sans ressentiment, cette ambivalence peut nous enrichir, mais refoulée du champ critique de la connaissance, cette même ambivalence provoque des blocages, mutile le regard et défigure comme un miroir brisé la réalité du monde et les images de l'esprit. Or, comment sortir de ce cercle vicieux et assumer avec lucidité cette ambivalence? Une ambivalence que Homi Bhabha appelle l'in-between. C'est un espace déconcertant, à la fois semblable et différent, où la logique de la différence ne peut pas agir sans la logique complémentaire de l'équivalence, et où se trouve l'origine du changement, de la transformation et de la nouveauté. Bhabha compare cet in-between avec le son d'un applaudissement qui ne vient ni de la main droite ni de la main gauche, mais qui naît de l'interaction entre les deux mains. Pour Shaigan, cet in-between est une espèce de no man's land, ni la terre des ancêtres, ni des nouveaux maîtres, mais celle des absents, qui se trompent toujours parce qu'ils ont perdu le rendez-vous avec l'histoire. Dans son dernier livre, La conscience métisse, Shaigan se demande si cette situation d'in-between s'est convertie en raison de la nouvelle civilisation planétaire dans le destin de chacun, avec des traits spécifiques, autant d'un côté comme de l'autre. Stuart Hall reprend le concept d'articulation comme la forme de connexion qui, sous certaines conditions, peut faire une unité d'éléments différents. Questionner le lien entre différences et similitudes comme articulation veut dire s'approcher autrement de ce qui émerge des interactions. Mais il est nécessaire, il dit, de se demander dans quelles circonstances une conscience peut être faite, forgée ou oubliée, et nommer le mécanisme qui relie, puisqu'aucune correspondance ne peut être assumée comme donnée. Pour Édouard Glissant, dans notre monde globalisé, nous devons apprendre à vivre avec l'idée de l'imprévisibilité, pas comme un négatif qui nous ferait replier sur des anciennes réactions, mais comme un positif qui permettrait de changer notre sensibilité avec la relation de l'autre. Et cette pensée de l'autre ne cessera d'être duel qu'au moment où les différences ont été reconnues. En même temps, Glissant nous avertit que cela ne veut pas dire l'annulation des identités, parce que si on entre dans la diversité du monde en ayant renoncé à sa propre identité, on est perdu dans une sorte de confusion. Les identités sont une des conquêtes du temps moderne. Conquête douloureuse, certes, si on pense à l'identité exclusive de racines uniques qui tuent tout autour d'elle. Ce qui devient important, ce n'est pas tellement un prétendu absolu de chaque racine, mais
la manière dont elle entre en contact avec d'autres, la relation. Et pour qu'il y ait relation, selon Glissant, il faut qu'il y ait des différences. Le divers n'est pas la différence, sinon des différences qui se rencontrent, s'ajustent, s'opposent, s'accordent et produisent l'imprévisible. Mais l'imprévisible fait peur, affole, et enferme les cultures dans le repli, renonçant au changement ou à la moindre capacité de changer le monde, c'est-à-dire donner au monde un avenir. Dans le panorama actuel du monde, une grande question est celle-ci. Comment être soi-même sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même? Aujourd'hui, nous vivons au rythme d'une modernité accélérée, un rythme qui nous paralyse. Peut-être nous nous sentons orphelins de catégories qui ne sont plus ces guides évidents qui réduisent la complexité dans laquelle nous vivons. S'agit-il d'une modernité vécue comme une fascination pour le mouvement et une accumulation de nouveaux désirs et besoins, d'une fiction de modernité comme un circuit global, dans une modernité digitale? L'ici et le là-bas, le proche et le lointain, le présent et le passé sont interdépendants. Les personnes n'ont pas besoin d'oublier ni de rejeter de manière drastique leur ethnie, leur culture, leur origine. L'autre n'est plus celui qui vient de terres lointaines, silencieuses. Il est là, parmi nous, et les points de référence se multiplient, ainsi que les replis et les revendications identitaires. Mais, comme dit Deleuze, rien n'a changé et la différence continue à être marquée par la malédiction. Seulement, des moyens plus subtils et plus sublimes ont été découverts pour l'expier ou dominer et récupérer pour la mettre sous les catégories de la représentation. Comment peut-on nommer et articuler la différence sans tomber dans la perversion identitaire, signe d'une modernité épuisée? Merci beaucoup.